Bonjour, on est le vendredi 30 mars 2012 et je voulais expliquer dans un petit billet. L'autre soir, il était tard, il était 22h30, j'étais seul dans un restaurant et il y a un couple qui est entré et qui est allé s'asseoir et au bout d'un moment, l'homme du couple est venu me voir en disant est-ce que vous n'êtes pas Paul Jorion? Et puis j'ai dit oui, puis on s'est mis à bavarder. On s'est assis ensemble et je vous ai présenté des vidéos de Lena Kaufman et de Jaïs El Alouf. Voilà, et vous avez eu le plaisir de les voir et vous avez eu le plaisir de les apprécier comme vous l'avez dit. Ils font des choses intéressantes, tous les deux. Et au moment de se quitter, Jaïs m'a dit, écoutez, il m'a dit, please, 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 mettez-vous un peu plus loin de votre webcam. Alors j'ai regardé, j'ai dit oui, mais si je me mets plus loin, ben, il n'y aura pas de son. Alors il m'a regardé comme quelqu'un qui... J'ai dit bon d'accord, je montrerai le son et on fera comme ça. Alors voilà, c'est ça qui se passe. Alors aujourd'hui, je ne donne pas de titre à ce que je raconte, parce que je voudrais que vous le deviniez petit à petit. Alors je commence par une anecdote. Alors j'ai plusieurs anecdotes à raconter. Celle-ci se passe en 1978, je dirais. C'est la première année où je suis enseignant dans une université. À cette époque-là, je suis enseignant à l'université de Bruxelles, où j'enseignerai quelques années dans le département d'anthropologie, où j'ai appris l'anthropologie. Et j'ai un collègue que j'ai appris à connaître en Grande-Bretagne les années précédentes, qui s'appelle Adam Cooper. Et Adam Cooper est professeur à l'université de Leiden en Hollande. Et il me dit, ben, je dois partir pendant 3 mois, est-ce que tu veux bien me remplacer? Ah, ben, je dis oui, pourquoi pas. Et je vais en Hollande et je donne mes cours là-bas. Et un jour, après un cours, il y a un étudiant qui vient me trouver et il me dit non, il me pose des questions sur le cours, etc. Et il me dit, à la fin de la conversation, il me dit, il y a quelque chose quand même d'un petit peu gênant, c'est que vous parlez sans accent, c'est-à-dire bon, vous parlez avec l'accent qu'on attend que vous ayez. Vous avez l'air d'être quelqu'un vraiment d'ici, mais parfois vous arrêtez au milieu d'une phrase, vous cherchez vos mots, et l'impression que ça donne, c'est que vous êtes arriéré. Alors il a commencé la conversation comme un compliment, et là quand j'ai entendu ça, je me suis dit bon c'est pas terrible. L'explication c'est la suivante, c'est que le hollandais, en réalité, c'est ma langue maternelle, c'est la première que j'ai apprise, celle que j'ai apprise à la maison. Et puis c'est fait qu'à l'âge de 6 ans, je ne suis pas allé à l'école avant, je ne suis pas allé dans une école maternelle, je suis allé à l'école en français à l'âge de 6 ans, et puis j'ai pas arrêté jusqu'au moment où je suis allé à l'école en anglais, où je suis passé à des universités en langue anglaise. Mais le fait est que mon acquisition du vocabulaire de ma langue maternelle, il s'est en fait arrêté brutalement à l'âge de 6 ans. Et par conséquent, pour les choses un petit peu plus compliquées, pour les choses un peu plus techniques, je n'ai effectivement pas le vocabulaire. Bon, alors, quand je vais en Hollande, j'achète le Nieuwe Rotterdamse Courant pour avoir Handelsblad, pour lire un peu les termes techniques avant que je aille dans une université, pour me rafraîchir un peu les idées, pour retrouver comment on parle de finance en hollandais. Et je m'arrange de cette manière-là. Une autre anecdote. Là, on est quelques années avant, on est vers 73-74. Je suis étudiante des arts à l'université de Cambridge et un jour, il y a une dame qui sonne à ma porte. Et je crois avoir déjà raconté cette anecdote dans une vidéo il y a très longtemps, mais je la répète ici. Alors voilà, cette dame me sonne à la porte, elle me dit est-ce que je peux m'entretenir un moment avec vous? Et moi, en général, je dis pas non. Bon, si c'est la troisième édition des Témoins de Jéhovah de la même semaine, alors je dis ben écoutez, je viens de parler à certains de vos collègues et voilà, là on est arrivé aux conclusions suivantes. Alors peut-être c'est peut-être pas tellement important qu'on se voit cette fois-ci, etc. Mais là, bon, donc j'écoute cette dame et elle m'explique qu'elle est du Parti conservateur, que les élections vont avoir lieu, qu'il y a une dame très intéressante, Madame Thatcher à la tête du parti, qui pourrait faire des choses extraordinaires si elle était élue, ce qu'elle sera quelques années plus tard, et j'ai pu m'apercevoir à quel point c'était extraordinaire ce que cette dame pouvait faire, effectivement. Bon, toujours est-il que la dame termine son laïus, et au moment de terminer, elle me dit, est-ce que je peux vous demander dans ce cas-là si j'ai pu vous convaincre et si vous voteriez pour nous aux élections qui vont venir? Et là, je lui dis, mais madame, malheureusement, je ne peux pas voter parce que je suis un étranger. Et à ce moment-là, elle bondit sur ses pieds. C'est un réflexe, c'est pas une mise en scène. Et comme ça,
va des rétros, Satanas, et elle me dit, You're one of those. Vous êtes un de ceux-là. Je suis un étranger. Et elle est partie en titubant, elle a retrouvé la porte et elle est repartie en courant. Et maintenant, je parle d'une expérience qui a lieu, je ne sais pas, c'est quoi, il y a 4 ans, 5 ans, c'est très récent, c'est juste avant que je parte des États-Unis. Je reçois une convocation par la poste pour faire partie d'un jury populaire. On me demande si je veux bien, bon, on ne me demande pas si je veux bien, on me dit venez tel jour pour faire partie. Ça fait partie des choses qu'on fait quand on est citoyen américain. Il m'arrivait très souvent d'avoir un collègue avec qui je travaillais au milieu d'un projet qui était un projet très important, très urgent. Il fallait vraiment que ça se termine. Et puis, bon, il était appelé ou elle était appelée pour aller participer à un jury populaire. Et pendant 3-4 jours, etc., le temps que ça prend, parce que bon, ça peut prendre beaucoup de temps, ben, ils disparaissent parce qu'ils font ça. Et moi, je réponds à ma convocation en disant ben, je ne suis pas citoyen américain, donc je ne viendrai pas. Et je reçois une lettre en retour, qui n'est pas très aimable, en disant Monsieur, ayez l'amabilité de faire la preuve de vos assertions. Il fallait que je fasse la preuve que je n'étais pas citoyen américain et que je n'étais pas simplement un combinard qui essayait de se soustraire aux devoirs civiques en refusant d'aller participer à un jury. Si l'occasion s'était présentée une deuxième fois, j'aurais dit à mon employeur, écoutez, je vais aller je dois aller faire partie d'un jury. Mon employeur se serait absolument pas souvenu que j'étais pas américain. On dit oui, bien sûr, on est bien obligé, donc vas-y. Je me serais présenté avec ma convocation et en présentant ma driver's license, mon permis de conduire, qui est la seule pièce d'identité véritable qu'on a aux États-Unis. Et voilà, j'aurais participé à ça et j'aurais une chose de plus sur laquelle je pourrais vous raconter des anecdotes une fois que je suis ici. Alors, pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Parce que maintenant, je passe au sujet dont je voulais vous parler. Il y a un an à peu près, je dirais, quand on a commencé à parler des élections présidentielles en France, et qu'on me disait, est-ce qu'on peut, comme ça m'arrive souvent, comme ça m'arrive pratiquement tous les jours, je reçois un coup de téléphone, on me dit, est-ce que je peux est-ce qu'on peut faire un entretien, est-ce que je peux vous poser des questions sur tel et tel sujet. Et là, on me disait, est-ce que je peux vous parler des élections présidentielles françaises? Et il me semblait toujours, je dirais, un peu obligatoire de dire je ne suis pas citoyen français, je suis belge. Et il y avait toujours un petit silence au bout du téléphone en disant oui, d'accord, mais à quel jour, à quelle heure? Quand je disais je ne suis pas français, ça paraissait comme une information, comme de dire vous savez, ma compagne, en réalité, on n'est pas vraiment mariés, quelque chose de cet ordre-là, quelque chose d'ordre personnel. Que les gens considèrent qui pas vraiment, qui comprennent pas pourquoi vous leur parlez de choses relativement intimes à un moment donné de la conversation, parce qu'eux, ils vous parlent de tout à fait autre chose. Et bien entendu, bon, j'ai cessé de répéter ça. J'ai cessé de dire parce que je crois que j'ai vu que ça causait davantage que d'embarras qu'autre chose. Et maintenant, bon, c'est quoi? Avant-hier, j'ai répondu à les questions de la TNS Sofres sur les élections présidentielles. Hier, j'ai répondu à les questions de l'agence France Presse sur le même sujet. Tout à l'heure, il y a un rendez-vous pour un entretien avec un hebdomadaire. Et on continue comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la plupart des pays où j'habitais au Bénin aussi, je ne sais pas, je n'ai pas habité assez longtemps pour la question se pose de savoir si on m'aurait pris pour quelqu'un du pays, mais dans les pays où j'habitais, on m'a pris pour quelqu'un du pays, avec éventuellement quelques petites bizarreries, comme un vocabulaire pas très avancé dans le cas de la Hollande, mais on m'a pris pour quelqu'un du lieu, pour un citoyen, au point qu'on me demande la preuve, faire de la preuve que je ne suis pas citoyen, qu'il faut que je prouve que je suis étranger, parce qu'on ne me croit pas a priori. Voilà. Alors, pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que, manifestement, je suis l'étranger idéal, comme on dit, le beau-fils idéal, je suis l'étranger idéal, celui qui passe inaperçu, celui qui est caméléon.
Alors, est-ce que j'ai fait des choses exprès pour ça? En général, non. En général, non. Si, je peux adopter l'accent du pays. Quand je me suis trouvé en Angleterre, j'ai eu l'expérience très désagréable. J'étais étudiant des arts à Cambridge. Je venais m'inscrire. J'ai commencé à être là. Et dans le pays dont je venais, on considérait que je parlais l'anglais parfaitement. Quand je suis arrivé à Cambridge, je me suis aperçu que je ne parlais pas l'anglais parfaitement. On me l'a fait remarquer de manière subtile et moins subtile, et là j'ai dû faire un effort. Je suis allé à des cours d'anthropologie où j'ai pas tellement pris des notes sur ce qui se disait quant au contenu anthropologique, mais sur la manière dont c'était dit. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à parler de cette manière-là, au point que j'ai commencé à parler dans un idiome un peu particulier, qui est le Oxbridge, qui est la manière dont on parle l'anglais à Cambridge et à Oxford, et dans certains lieux de la bonne société anglaise. Je réfléchis beaucoup en ce moment au petit peuple, et alors je vais vous parler aussi un petit peu de la bonne société. Et donc voilà, je suis un étranger idéal. Et la question se pose, quand je dis je ne vais pas aller voter, les gens disent oui, bon, il veut pas voter, il va voter blanc, ou il ne veut pas voter, il veut être abstentionniste. Mais quand je dis je ne vais pas voter simplement parce que je n'ai pas le droit de le faire, je ne peux pas me présenter et aller voter, les gens sont quand même assez choqués. Ils se disent mais pourquoi est-ce qu'on interdit à ce type qui a quand même des idées intéressantes sur les élections, pourquoi est-ce qu'on interdirait à ce type d'aller voter? C'est quand même pas juste. Et à ce moment-là se pose la question du vote des étrangers. Mais quand c'est un étranger qui vient avec la culture de son pays, et qui ne veut pas en démordre, parce que ça c'est lui, à ce moment-là, celui-là c'est un étranger, comme on n'aimerait pas trop qu'il vote, parce qu'on aimerait quand même plutôt que ce soit les gens qui votent soient des gens comme nous. Et ce n'est pas uniquement la faute de nous quand on dit ça. C'est parce que l'autre, il vient d'ailleurs quand même, hein, il faut quand même bien le dire, et il ne veut pas démordre de son identité. Et son identité, ça peut être aussi le fait qu'il fait un certain nombre de choses qui ne sont pas vraiment, comment dire, la tasse de thé dans le pays où on est. Et alors là, bon, on sait à qui on pense quand on dit des choses comme ça. Mais moi, j'en ai connu aussi des gens comme moi, je dirais, qui sont comme ça. Pourquoi est-ce que moi je ne suis pas comme ça? Moi, je vais vous dire, c'est très simple. Je viens d'un tout petit pays. Quand on fait 100 km à droite, 100 km à gauche, 100 km en montant sur la carte du pays ou 100 km en descendant, on est à l'étranger, on est ailleurs, voilà. Alors quand on est comme ça, on est à l'étranger pratiquement partout, sauf dans la ville où on est né. Et par conséquent, je crois qu'on s'adapte plus facilement, ça ne dérange pas d'être assimilé à la population où on est, assimilé au point de vue des autres. Mais ceci dit, moi je connais des gens qui sont des Français, qui pourraient parler un anglais impeccable, qui ferait qu'on les prendrait pour des Anglais en Angleterre, qui ferait qu'on les prendrait pour des Américains en Amérique, et qui ne le feront pas. Ils ont gardé un accent français à couper au couteau pour qu'on les reconnaisse comme étant des Français. Moi j'ai connu des gens, j'allais dire quelque chose qui est un peu trop proche, mais j'ai connu des gens qui étaient dans cette situation-là. Ils n'avaient pas l'intention qu'on les reconnaisse ailleurs comme étant autre chose, comme étant des Français de France. Alors, quand on critique les gens qui viennent d'ailleurs et qui s'assimilent à leur culture, et qui continuent de penser que être eux, c'est être de la façon dont ils sont, de la manière dont ils sont, par rapport aux choses qu'ils pensent, par rapport à la manière dont ils se conduisent. Il faut bien se dire qu'il y a des tas de gens comme nous qui font exactement la même chose quand ils sont à l'étranger. Ils pourraient passer pour des gens du lieu. Ils connaissent la langue, ils connaissent les usages, ils savent comment on peut paraître comme une personne ordinaire, normale, à l'intérieur de cet environnement, mais ils ne le font pas parce qu'ils sont fiers, ils s'assimilent, ils sont il s'identifie parfaitement à la culture dont il vient, à la manière dont on est dans ce pays-là. Et une autre chose que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner aussi dans une vidéo, mais je termine là-dessus, c'est ma mère qui considérait qu'une maison normale, c'était une maison qui ressemblait à une maison hollandaise. Le comportement normal d'une personne, c'était une personne qui se comportait comme un Hollandais. Et
de manière générale, être normal, c'était être hollandais dans toutes ses attitudes, dans la manière dont on parle, la manière dont on pense, dans la manière dont on réagit quand les gens rient ou quand ils parlent ou quoi que ce soit, que c'est ça, être normal. Alors, on est un peu, je dirais, dans la lignée de ma petite vidéo de l'autre jour sur étendre la notion du nous. Avant de penser aux autres dans certains termes en disant pourquoi est-ce qu'ils ne font pas comme ça, il faut réfléchir aussi sur le fait est-ce que moi je ferai comme je leur demande de faire, et on retombe sur le fameux impératif catégorique de Kant dont M. Martin Wolf avait rappelé aux Allemands quand ils disent soyons tous des pays exportateurs. Il avait dit on ne peut pas parce que vous êtes quand même allemand, vous savez quand même que Kant vous a dit si vous proposez une règle de type règle morale, il faut que ça puisse s'appliquer à tout le monde. Tous les pays ne peuvent pas être exportateurs nets et par conséquent, vous n'avez pas le droit d'exiger ça de la part des autres. Même chose dans ce cas-ci, c'est la conclusion de ma petite vidéo. Quand vous pensez au vote des étrangers, réfléchissez à ça, réfléchissez à l'attitude qui serait la vôtre si vous étiez vous dans un pays étranger et que les gens pensent à vous comme le genre de personne qui voterait s'il était dans ce pays-là, si on autorisait le vote des étrangers. Voilà, c'était ça le sujet de ma petite causerie d'aujourd'hui. À la semaine prochaine.